Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis accompagné de Daniel Kovalik. Daniel est avocat en droit du travail et des droits de l'homme, et enseigne les droits de l'homme à l'école de droit de Pittsburgh. Il a beaucoup écrit sur les droits de l'homme internationaux et la politique étrangère des États-Unis. Son travail a été publié dans le Huffington Post et Counterpunch. Il a également écrit de nombreux livres contre la guerre et l'impérialisme. Certains de ces livres incluent Plus de guerre, Le complot pour contrôler le monde, et Le complot pour accuser la Russie. Daniel est bien informé sur la situation dans le Donbass. Il a passé du temps à Donetsk l'année dernière. Dan, merci beaucoup de m'accompagner. Merci de m'avoir invité. Je l'apprécie. Dan, je souhaite discuter avec toi aujourd'hui du triangle États-Unis, Russie et Ukraine. Mais d'abord, pourrais-tu nous en dire plus sur ton parcours ? Pourrais-tu nous parler de ton travail en tant qu'avocat des droits de l'homme ? Et comment en es-tu venu à écrire ces livres contre l'impérialisme américain ? Oui, j'ai fréquenté la Columbia Law School à New York et j'ai obtenu mon diplôme en 1993. Cependant, mon intérêt pour le droit a commencé pendant mes études universitaires lorsque j'ai visité le Nicaragua pendant la guerre des Contras. J'ai visité le pays 2 fois, une fois en 1987 et à nouveau en 1988. Ces expériences ont suscité mon intérêt pour l'anti-impérialisme, car j'ai été témoin de l'impact des actions des États-Unis sur le Nicaragua. Après avoir obtenu mon diplôme en droit, j'ai travaillé pendant 26 ans pour le syndicat des travailleurs de l'acier aux États-Unis, à Pittsburgh. Dans le cadre de mon travail, j'ai été impliqué dans des actions en faveur des droits de l'homme en Colombie, en Amérique du Sud. Mon travail était principalement axé sur la lutte contre le meurtre des membres des syndicats. La Colombie est reconnue depuis de nombreuses années comme le pays le plus dangereux pour les syndicalistes. J'ai également engagé des poursuites judiciaires contre des entreprises associées à des groupes paramilitaires. Ces groupes étaient connus pour torturer et tuer des syndicalistes. Ce travail a marqué mon implication spécifique dans les droits de l'homme. Ainsi, j'ai une longue histoire à la fois dans l'anti-impérialisme et les droits de l'homme. Je vois. Donc, l'année dernière, si je ne me trompe pas, vous avez choisi de visiter le Donbass. Une partie importante de votre travail récent est liée à la Russie. Vous avez été assez vocal à ce sujet. Vous avez également participé à la manifestation contre la machine de guerre, si j'ai bien compris. Cet événement a récemment eu lieu à Washington, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à visiter le Donbass, une région très disputée ? Pendant de nombreuses années, j'ai écrit sur la diabolisation de la Russie. J'ai été profondément préoccupé par la propagande anti-Russie. Même avant cela, j'étais troublé par la propagande contre l'Union soviétique. J'ai toujours cru que la Russie et l'Union soviétique n'avaient pas nécessairement à être des ennemis des États-Unis. Je crois que nous pourrions être partenaires et amis. En 2017, j'ai écrit un livre pour contrer la prétendue propagande du Russiagate. Le livre s'intitule « Le complot pour faire de la Russie un bouc émissaire ». Donc, naturellement, lorsque la Russie est intervenue en Ukraine en 2022, j'ai été désireux de visiter la région du Donbass. Pour être honnête, j'ai écrit sur les événements dans le Donbass depuis 2014. J'ai documenté comment le gouvernement de Kiev attaque sa propre population dans le Donbass. C'est un sujet que je connais très bien, mais qui est devenu encore plus important depuis l'intervention de 2022. Donc, j'ai décidé d'y aller moi-même pour voir ce qui se passait. J'ai fait ce voyage en novembre dernier. Qu'avez-vous observé ? Plus précisément, en novembre, les référendums étaient déjà terminés. De plus, cette unification, ou plutôt, l'acquisition de la région du Donbass par la Russie était plus ou moins achevée. Cependant, le conflit n'est pas encore résolu. Il reste encore des zones du Donbass qui ne sont pas sous contrôle russe. Mais l'aspect politique de l'ensemble du processus était terminé. Qu'avez-vous observé en novembre ? Tout d'abord, ce qui m'a surpris, c'est à quel point tout semblait normal. J'ai séjourné dans la ville de Donetsk, mais j'ai aussi visité Mariupol. J'ai observé des voitures dans les rues, des gens allant dans des restaurants et des gens faisant leurs courses. On m'a informé que les choses étaient devenues beaucoup plus animées depuis le référendum de 2008. En septembre 2022, les gens se sentaient plus en sécurité.
J'ai remarqué un retour à la normalité dans la région, ce qui était quelque peu surprenant pour moi. Kind of normal life returning to that region, which surprised me a bit. But also, I witnessed the fact that Ukraine was shelling civilian targets in Donetsk, including a school while I was there. The soccer Mais j'ai aussi vu que l'Ukraine bombardait des cibles civiles à Donetsk. Cela incluait une école, un stade de football et un endroit où les gens se rassemblent pour l'eau. Cela s'est produit parce que le gouvernement ukrainien avait précédemment coupé l'approvisionnement en eau des habitants de Donbass. Un monastère était également bombardé presque quotidiennement par le gouvernement de Kiev. Ce sont les choses que j'ai vues. J'ai parlé à de nombreuses personnes à Donetsk qui se battent contre les forces ukrainiennes depuis 2014. J'ai rencontré des individus qui ont été capturés par les services de sécurité officiels ukrainiens. J'ai également rencontré des personnes qui ont été capturées par le bataillon Azov. Ils ont partagé des histoires de mauvais traitements et de torture. Ce sont les choses que j'ai vues là-bas. and how they were mistreated and tortured. Those were the things I saw there. How come that Pourquoi est-il que dans l'Ouest, la question du Donbass et des bombardements, qui se produisent clairement, n'est jamais mentionnée sur aucune des principales chaînes? Tout le monde ayant accès à Internet, capable de regarder des vidéos sur YouTube, en est conscient. Pourtant, cela n'est jamais discuté. C'est un exemple clair de la manière dont l'Ukraine bombarde sa propre population depuis 8 ans. Dans le monde libre, où nous avons une presse libre, pourquoi y a-t-il autant de propagande? On nous dit souvent que la propagande n'existe qu'en Russie et en Chine. Ce sont les seuls pays qui en font usage. Les États libres n'y participent jamais. Pouvez-vous expliquer cela? Well, first of all, of course, it's in the interest of governments such as that of the US, other Western governments. Tout d'abord, il est important de noter que les gouvernements, tels que les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux, évitent souvent de discuter du fait que cette guerre dure depuis 2014. Ils préfèrent que le public croie que la guerre a commencé en février de l'année précédente avec l'intervention russe en Ukraine. Ils ne veulent pas reconnaître que 14 000 personnes ont perdu la vie dans le conflit entre le gouvernement de Kiev et leurs propres citoyens dans la région du Donbass, même avant l'intervention russe en février 2022. Cette information perturbe leur récit. Un autre fait qui perturbe leur récit est la présence de nazis au sein de l'armée du gouvernement ukrainien. C'est un fait que quiconque dans le Donbass peut confirmer. Ukrainian government military, which again, anyone in Donbass will tell you is the fact. Now, what you're also asking is, well, how is it possible, though, even if that is the interest of the Western governments? Maintenant, vous vous demandez également comment il est possible que même si les gouvernements occidentaux sont intéressés, ils n'en discutent pas. Vous vous demandez pourquoi les médias, qui sont censés être indépendants et libres, suivent ce récit. Vous remettez en question pourquoi ils répriment le récit alternatif. La raison est qu'ils sont maintenant détenus par de grandes entreprises. Ces entreprises ont essentiellement pris le contrôle de ces gouvernements. Nous avons maintenant une union presque parfaite entre les entreprises et les gouvernements. Les mêmes entreprises possèdent les médias. Donc, en réalité, nous n'avons pas vraiment une presse libre. Nous avons une presse qui semble seulement être libre. Il y a un certain niveau de discussion autorisé dans la presse, mais il est très restreint. And there's a certain amount of discourse allowed in the press, but it's very limited. And of course, Noam Chomsky and Edward Herman have been writing about this since the 70s, you know. Noam Chomsky et Edward Herman discutent de ce sujet depuis les années 70 dans des livres tels que Manufacturing Consent. Cependant, la situation s'est aggravée. Pourquoi s'est-elle aggravée? Par le passé, les journaux avaient des lecteurs qui les achetaient. Cela fournissait un certain revenu provenant du public, rendant les journaux en quelque sorte responsables envers leurs lecteurs. De nos jours, personne n'achète de journaux. Par conséquent, les médias dépendent entièrement de la publicité des entreprises. Ils sont non seulement détenus par des sociétés, mais aussi entièrement dépendants d'elles pour leurs revenus. Cela laisse presque aucune place dans les médias pour un véritable débat public. Par conséquent, nous constatons presque une propagande totale, en particulier sur les questions liées à la politique étrangère. And we see almost,
complete propaganda, especially on foreign policy issues. On domestic issues, you might. Sur les questions intérieures, il peut y avoir plus de débats. Cependant, ce n'est pas le cas pour les questions de politique étrangère. Il existe d'autres exemples de cela, comme la période précédant la guerre en Irak. Le gouvernement américain prétendait que nous envahissions l'Irak parce qu'il possédait des armes de destruction massive. Cependant, plusieurs personnes ont soutenu qu'il n'y avait pas de telles armes en Irak. Malgré cela, les médias ont réprimé ces voix. Au lieu de cela, ils ont mis en avant ceux qui insistaient sur le fait qu'il y avait des armes de destruction massive. Nous avons envahi l'Irak et environ 1 million d'Irakiens sont morts. En fin de compte, ce que beaucoup d'entre nous croyaient dès le départ s'est avéré vrai. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Nous avons de plus en plus vu les médias prêts à mentir, déformer la vérité et réprimer les voix alternatives pour soutenir la guerre. To suppress alternative voices in support of war. But it's even worse in a sense. Mais tu sais, c'est encore plus déroutant lorsque l'on considère les médias étrangers en Europe et au Japon. Ils répètent souvent les mêmes arguments que les États-Unis. C'est un autre aspect que je ne comprends pas. Pourquoi les médias étrangers fonctionnent-ils différemment? Les médias japonais, par exemple, ont encore de bons taux d'abonnement aux journaux. Pourtant, ils utilisent les mêmes arguments et suivent la même narration. Pourquoi cette communauté basée sur la connaissance est-elle si fermée qu'elle semble se contenter de répéter les mêmes informations encore et encore? Well, I think a number of these Western governments, one, feel economically dependent on the United States. Je crois que plusieurs gouvernements occidentaux se sentent économiquement dépendants des États-Unis. Ils partagent également une certaine affinité idéologique avec les États-Unis. De plus, certains de ces pays, dont le Japon, accueillent des bases militaires américaines. Par conséquent, je pense que sur des questions comme celle-ci, ces gouvernements sont plus ou moins soumis aux États-Unis. Are, especially on these types of issues, they're more or less vassals of the United States. Je suis d'accord, surtout en ce qui concerne la prise de décision en matière de politique étrangère. Cependant, les médias sont une entité intéressante. Il semble qu'ils agissent de leur propre chef parce qu'ils veulent en faire partie. Mais changeons de sujet, Daniel. J'ai une autre question importante. Il s'agit de savoir pourquoi la neutralité n'a pas fonctionné pour l'Ukraine. Beaucoup de gens disent depuis 2014, et même avant, que la neutralité est la réponse claire aux problèmes de l'Ukraine. C'est évident, l'Ukraine était neutre. Elle avait une clause de neutralité dans sa constitution et tout se passait bien. Ensuite, le coup d'État s'est produit et la Crimée a été annexée. À la suite de cela, le gouvernement ukrainien a abandonné sa clause de neutralité. Ils ont ensuite exprimé un désir plus fort de rejoindre l'OTAN, et la Russie a répondu par une demande encore plus forte pour qu'ils arrêtent. Tout le monde que je connais, de Noam Chomsky à Henry Kissinger, en passant par Michael Waltz, Anatole Levin et même Heinz Gertner en Europe, a dit la même chose. Tous ceux qui ont une compréhension approfondie des relations internationales croient que l'Ukraine devrait être comme l'Autriche. Elle devrait maintenir sa neutralité, ce qui résoudrait le problème. Cela répondrait aux préoccupations de sécurité de la Russie et garantirait la sécurité de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Cela servirait d'état tampon. Mais pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Cela aurait dû être la solution naturelle à tous les problèmes de sécurité. Yeah, there was one party though who did not want it to be neutral, and that was the United States. Oui, il y avait un parti qui ne voulait pas de neutralité, et c'était les États-Unis. Les États-Unis ont joué un rôle dans le coup d'État de 2014. Ils ont également aidé à organiser le nouveau gouvernement la même année. Cela est connu grâce à des enregistrements de conversations téléphoniques de personnes comme Victoria Nuland, qui ont discuté de l'organisation du nouveau gouvernement. Les États-Unis n'étaient pas satisfaits de l'Ukraine en tant qu'État neutre. Ils souhaitaient une position totalement pro-occidentale et même pro-américaine. Vous vous souvenez peut-être de Victoria Nuland, qui faisait partie du département d'État à l'époque et qui y est toujours aujourd'hui. Elle a même dit « Oubliez-le, n'est-ce pas ?» Elle l'a dit. Il ne s'agissait pas seulement de s'aligner avec l'Alliance occidentale. Ils voulaient que l'Ukraine soit entièrement dans le camp américain et ils ont arrangé les choses pour que cela se produise.
Et cela s'est produit. C'est ce qui nous a conduit à notre situation actuelle. And it did happen. And that's what has led us to where we are now. So, La neutralité, dans ce contexte, et les accords de Minsk n'ont jamais été de véritables options viables. Cela est dû au fait qu'une des trois parties s'y opposait fondamentalement. Est-ce correct? is that it? At least one of the three parties. We know from Au moins l'une des trois parties n'avait pas l'intention de respecter l'accord. Angela Merkel, l'ancienne chancelière d'Allemagne, et le président Hollande de France l'ont clairement fait savoir. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient jamais prévu de suivre les accords de Minsk. Leur intention était d'utiliser ces accords comme un moyen de gagner du temps pour que l'Ukraine se réarme contre la Russie. Du point de vue occidental, les accords de Minsk n'étaient rien de plus qu'une mascarade. C'est la véritable tragédie. Si ces accords avaient été couronnés de succès, nous ne serions pas dans notre situation actuelle. Cependant, nous avons maintenant découvert que, du moins du point de vue occidental, ils n'étaient jamais censés fonctionner. they were never, at least from the Western point of view, intended to work. So, I talked to Nikolai Petro. J'ai eu une conversation avec Nikolai Petro sur cette chaîne. Il est l'auteur d'un livre sur la tragédie de l'Ukraine. Selon lui, cette guerre internationale n'aurait pas été possible sans les divisions internes au sein de la société ukrainienne. Ces divisions sont particulièrement visibles entre l'Est pro-russe, l'Ouest galicien et l'Ouest ukrainien. Il existe également une petite fraction de nazis et de forces fascistes d'extrême droite qui ont réussi à prendre le contrôle de l'ensemble du processus politique. Il estime que ce parti, bien qu'il soit petit, est extrêmement violent. Par conséquent, ils ont réussi à prendre en otage les politiciens à Kiev. En vous basant sur vos recherches, vos expériences dans le Donbass et vos conversations avec les habitants, êtes-vous d'accord avec son évaluation? Cette faction est-elle petite ou grande? Quelle est l'importance du problème néo-nazi en Ukraine? Well, again, I think, however big or small it is, I think the point that he made is true, and that is that they. Eh bien, une fois de plus, je crois que peu importe sa taille, le point qu'il a soulevé est valable. Ils ont réussi à prendre le contrôle du gouvernement. Grayson a publié une excellente enquête, si vous en avez connaissance. Elle discutait de la façon dont Zelensky a été élu en 2019 sur une plateforme de paix. Sa campagne visait à faire la paix avec la Russie. Cependant, il a rapidement été informé par les néo-nazis ou nazis qu'il ne pouvait pas faire la paix avec la Russie. L'ancien président de l'Uruguay, le très aimé président Mujica, a déclaré qu'il ne devrait même pas être appelé néo-nazi. Ce sont simplement des nazis. Ils ont dit à Zelensky qu'il devait affronter la Russie et le Donbass, sinon il le tuerait. Il est clair que le gouvernement est sous le contrôle de ces forces nazies. And so clearly the government there is held captive by these Nazi forces. So, Alors, à votre avis, quel est le plan actuel de la Russie pour résoudre ce problème? L'Occident a clairement déclaré que la neutralité de l'Ukraine n'est pas une option. Ils ne l'accepteront jamais. Cela aurait été la situation idéale. Maintenant, la Russie devra se contenter de la meilleure alternative. De même, les États-Unis et l'OTAN visent également le meilleur résultat possible, bien que cela semble de plus en plus improbable. Du point de vue de la Russie, quel est selon vous leur objectif désiré maintenant? Soyons réalistes, une prise de contrôle totale de l'Ukraine est presque impossible. Il n'est pas réalisable d'avoir 24 millions de personnes à l'ouest qui vous sont hostiles et pourraient potentiellement mener une guérilla contre toutes vos stations de police indéfiniment. Alors, selon vous, quel est leur objectif à ce stade? I think the goal is to maintain the four republics that voted to go with Russia into. Je crois que l'objectif est de maintenir les 4 républiques qui ont choisi de rejoindre la Russie en septembre 2022. Peut-être qu'Odessa sera également incluse. Nous devrons attendre pour voir. Mais certainement ces 4 républiques. En attendant, le but est de démilitariser complètement l'Ukraine. Ils consomment toutes les ressources militaires de l'Ukraine. Ils épuisent même toutes les ressources de l'OTAN. Donc, je crois qu'ils finiront par avoir un Ouest démilitarisé et le contrôle sur les 4 républiques qui ont voté pour les rejoindre en septembre. Je crois que c'est l'objectif final.
Je pense que c'est le but ultime ici. that voted to be with them in September. I think that will be the end. I think that is the ultimate goal here. And on the other hand, what do you think was the goal? D'un autre côté, quel était selon vous l'objectif de l'Occident? Voulait-il intégrer l'Ukraine à l'OTAN? Si oui, quel aurait été le but de cela? What purpose would that have served? I think the goal of the West was and is to destroy Russia. Je crois que l'objectif de l'Occident était, et est toujours, de démanteler la Russie. Les Russes l'ont perçu. Ils ont senti qu'ils devaient affronter cette bataille en Ukraine maintenant, sinon ils se retrouveraient à combattre sur le sol russe. Lorsque vous écoutez certains responsables américains discuter de leur désir d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie, en déclarant qu'ils se battront contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, il devient évident que la Russie était la cible visée. Je crois que cela reste l'objectif de certains dirigeants à Washington. Cette situation ne concerne pas du tout l'Ukraine. Il s'agit entièrement de la Russie. Nothing about this is about Ukraine, right? This is all about Russia. Ils voulaient utiliser l'Ukraine pour démanteler la Russie, de la même manière que les États-Unis ont utilisé l'Afghanistan pour déstabiliser l'Union soviétique. De plus, les États-Unis étaient assez transparents sur ces objectifs. Brzezinski lui-même en a discuté plus tard. Il a parlé d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie dans son livre de 1997, Le Grand Échiquier. Fait intéressant, tout le monde à Donetsk est au courant de ce livre. Lorsqu'on entame des conversations avec les gens à Donetsk à propos du conflit, la première chose qu'ils mentionnent est le Grand Échiquier. Par conséquent, les États-Unis ont toujours considéré l'Ukraine comme un outil pour affaiblir la Russie, une perspective qui remonte aux années 1920. Donc, nous retournons essentiellement à un monde du XIXe siècle où la guerre est un outil que les États utilisent pour atteindre leurs intérêts et leurs objectifs. Si l'un de ces intérêts est d'éliminer un concurrent potentiellement égal, alors c'est ainsi que les choses se passent. Cela se fait par la guerre et la propagande. Maintenant, lorsque j'observe les États-Unis, en particulier les médias, je remarque souvent un schéma de projection. Ils attribuent aux autres nations ce qu'ils font eux-mêmes actuellement. C'est l'une des projections que je remarque actuellement aux États-Unis. Les médias discutent des leçons que la Chine tire de cette guerre pour Taïwan. C'est un sujet sérieux. Les États-Unis réfléchissent actuellement à la manière de s'engager dans un conflit avec la Chine. Si nous inversions la situation et demandions ce que la Chine et Taïwan devraient apprendre, comment Taïwan pourrait-elle éviter de devenir le prochain Ukraine? C'est une position difficile à occuper, comme être pris entre deux éléphants. Je ne suggère pas que la Chine soit la solution à ce problème, mais quel conseil donneriez-vous à une région qui n'est pas encore un champ de bataille, mais qui est clairement déjà marquée pour le devenir? Je pense que Taïwan devrait prendre en considération les expériences de l'Afghanistan et de l'Ukraine. Tout d'abord, ils devraient rejeter ces voies. Ils ne veulent pas suivre ces traces. Ils ne veulent pas devenir le prochain pion des États-Unis. Cela devrait être leur objectif principal. Le fait que les gens aient voté pour le Kuomintang lors des récentes élections l'indique. Bien que le Kuomintang ne soit pas pro-chinois, ils veulent au moins établir une forme de réconciliation avec eux. Cela suggère que les Taïwanais veulent éviter de devenir des pions des États-Unis. Cela pourrait signifier d'adopter une stratégie similaire à celle que Yanukovych tentait de mettre en place en Ukraine avant son renversement en 2014. Il cherchait à trouver un équilibre, une certaine neutralité entre les deux puissances. Je pense que c'est ce que Taïwan vise actuellement. Ils ne veulent certainement pas devenir le prochain Ukraine. J'espère que tu as raison. Un politicien, l'ancien vice-président Liu Xuelian, a proposé l'idée d'utiliser le terme « neutralité » pour décrire le statut de Taïwan. Cela visait à éviter la question de la souveraineté, ce que je trouve assez ingénieux. Cependant, la situation est plus complexe que celle de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, la solution était simple et claire. Pour Taïwan, cela serait extrêmement difficile en raison de la situation politique. Je me demande souvent ce que des personnes comme toi, Jimmy Dore,
The Grey Zone et d'autres journalistes et universitaires estimés comme Petro et Leff, pensent. Nous exprimons tous passionnément nos opinions, affirmant que la situation actuelle est stupide, dangereuse et doit cesser. Nous soutenons que nous causons du tort aux autres. Nous croyons que l'Occident est plus responsable de la guerre en Ukraine que la Russie, bien que toutes les parties aient leur part de responsabilité. La question est, que pouvons-nous faire pour contrer cette machine de guerre, cette monstruosité en Occident? L'Europe et le Japon en font également partie. Comment pouvons-nous contribuer à arrêter cette machine de guerre? Well, the only thing we can really do effectively, and Noam Eh bien, Chomsky writes la seule chose que nous pouvons vraiment faire efficacement est quelque chose dont parle Noam Chomsky. Nous sommes responsables de nos propres gouvernements. Nous vivons dans des pays qui sont censés être démocratiques. Ces démocraties sont imparfaites et limitées, mais elles sont toujours censées être démocratiques. Donc, nous devons influencer nos propres pays et gouvernements. Nous devrions les encourager à trouver des solutions pacifiques au conflit. Nous devrions les exhorter à cesser d'armer l'Ukraine et à cesser de chercher des solutions militaires au conflit. Au lieu de cela, ils devraient rechercher la paix et la négociation. C'est ce que nous devons faire. Si nous devons manifester dans les rues pour y parvenir, alors nous devrions le faire. Au Japon, il existe une longue tradition de manifestations pacifiques, notamment dans des endroits comme Okinawa. Les États-Unis ont également une longue tradition en la matière. Je pense que nous assistons ici à la résurgence du mouvement pour la paix. C'est ce qui est vraiment important. and that's what's critical. You're absolutely right about that, Dan. Thank you very much for. Tu as tout à fait raison, Dan. Merci pour tes paroles. Ton analyse a été perspicace. J'espère que nous pourrons poursuivre cette discussion et également lancer un mouvement mondial contre cette machine de guerre. Dan Kovalik, merci beaucoup. Thank you. I appreciate it. Je l'apprécie.